Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle affaire et autant vous prévenir tout de suite, une fois que vous l'aurez écoutée, je pense que vous ne voudrez plus jamais aller en date. L'histoire du jour se passe à Thanksgiving 2021 et on va s'intéresser aux dates de Leslie Reeves et Chris Smith. Je vais vous demander d'imaginer ce qui pourrait arriver de pire lors d'un premier date. C'est bon? Vous imaginez? Eh bien, ce n'est rien par rapport à ce que je vais vous raconter. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter Leslie et Chris. Leslie Jane Sfarr est née le 26 juin 1976 à Town and Country, dans le comté de Saint-Louis, qui est situé dans le Missouri, aux États-Unis. Elle a grandi avec ses parents, Lynette Groves et Richard Sfarr, ainsi que sa sœur Heather. On ne connaît pas grand-chose de son enfance, si ce n'est que c'était une brillante élève. Après avoir fréquenté le lycée de Collinsville, où elle était pom-pom girl pour l'équipe de football américain des Cahawks, elle obtient sa licence en ingénierie à l'université du Missouri à Rolla et ensuite sa maîtrise, toujours en ingénierie, à l'université du Kansas. Elle travaille en tant qu'ingénieure pétrolière, mais très vite elle se rend compte que son métier ne lui plaît pas vraiment. Elle, ce qu'elle aimerait, c'est se mettre au service de la communauté et d'aider les autres. Elle aimerait avoir un impact positif sur les personnes qui l'entourent. Elle crée son entreprise qui s'appelle All You Studio and Party Place. C'est un studio qui propose des cours de yoga, de fitness, de danse et d'autodéfense. Oui, vous avez bien entendu, d'autodéfense. En fait, Leslie, elle luttait contre les violences conjugales et elle avait pour objectif de former les femmes, mais aussi les hommes, qui étaient victimes de violences conjugales à se défendre. Elle n'a pas créé son entreprise sur un coup de tête, elle avait un grand réseau, beaucoup de contacts et ça a fonctionné assez rapidement. Et sur sa chaîne YouTube, elle postait aussi des vidéos. Beaucoup de personnes ignoraient tout de même ce qu'elle faisait car certains de ses cours étaient assez confidentiels. Elle faisait ça dans différents lieux et seuls les invités connaissaient l'adresse du cours. Parmi les passe-temps favoris de Leslie, il y a bien évidemment la danse, le sport, ainsi que l'art, la collection de chaussures, les voyages, les chats et la musique des années 80. Leslie a eu 2 enfants, Lawson et Larkin. Elle n'est plus avec leur père et ses enfants sont littéralement toute sa vie. On pourrait décrire Leslie comme une femme qui est puissante, attachante, drôle. Elle est connue pour son magnifique sourire, sa joie de vivre et sa générosité. Elle a 45 ans lorsqu'elle rencontre Christopher J. Smith, qui lui en a 48. C'est un père divorcé de 2 enfants. Il est chanteur et membre d'un groupe de musique. Lui, il travaille pour une entreprise de piscine et c'est un gentil garçon. Il venait souvent au bar où les deux se sont rendus d'ailleurs et il était ami avec beaucoup de gens. Il était assez connu, et c'est la barmaid qui a dit ça, pour cultiver des bananiers mais aussi des citrouilles. Et pendant la période d'Halloween, il faisait don de centaines de citrouilles aux enfants du coin pour qu'ils puissent décorer les citrouilles. Sharon Castanza, sa mère, ainsi qu'Ashley Holcomb, sa sœur, disent que c'était un homme au foyer qui aimait bien jardiner. Il vivait seul avec son chien Tiki. Leslie et Chris se sont rencontrés sur Facebook à la mi-novembre 2021. Ils ont échangé pendant une semaine beaucoup de messages et au bout d'une semaine, il lui propose d'aller boire un verre dans un bar qu'il connaît très bien. Le 24 novembre 2021, ils se rencontrent, le bar est plein et tout se passe très bien entre eux. Le courant passe, ils rigolent, ils discutent. Enfin, il n'y a rien qui laisse présager ce qui va se passer. Leslie envoie même un message à son amie Nanette Tuber vers 22h pour lui dire que tout se passe bien et elle lui communique aussi sa position. Cependant, quelques temps plus tard, on suppose qu'à ce moment-là, elle est sur la route pour se rendre chez Chris. Elle lui envoie un autre message en lui disant qu'elle sent quelque chose de bizarre, elle a l'impression que quelqu'un la suit. Pas de quoi s'inquiéter non plus. Les deux se rendent chez Chris à Farmersville pour boire un dernier verre et pour manger une pizza. Le lendemain matin, Nanette lui envoie un message pour lui demander comment ça s'est passé et sans réponse de la part de Leslie, elle s'inquiète un petit peu. Étant donné qu'elle avait la position de Chris, elle prend sa voiture, elle conduit environ 1 heure car la ville où les deux vivaient était située à 1 heure au sud
de Farmersville. En parallèle, sur la route, elle prévient la police de Montgomery que son amie ne répond pas et qu'elle est un petit peu inquiète. En arrivant devant la maison, elle remarque un autre véhicule garé. Dans ce véhicule, il y a une femme. Les deux femmes se regardent et brisent la glace. La deuxième femme qui attend dans le véhicule, c'est Bridgen Smith, et c'est tout simplement une amie de Chris, qui est là pour la même raison que Nanette. Bridgen lui propose d'aller frapper à la porte. Elle frappe à la porte, pas de réponse. Alors elle se dirige vers la porte à l'arrière de la maison. Et quand elle arrive devant la porte, déjà elle remarque que la vitre est cassée. Et très rapidement, elle voit Chris allongé au sol, inconscient, son pouls est très faible, quasi inexistant, et sa température corporelle est descendue à 22 degrés. Immédiatement, sous le choc, elle appelle le 911 et ils arrivent à la maison. Nanette attend patiemment dans sa voiture, elle observe le va-et-vient des policiers ainsi que des ambulanciers et à un moment, un inspecteur vient la voir en lui demandant si elle n'a pas une photo de son amie Leslie Reeves. Nanette lui montre une photo sur le téléphone et le verdict est sans appel, il lui dit que son amie est décédée. Elle a été tuée d'une balle dans la tête et il lui dit qu'elle est partie très vite et qu'elle n'aurait pas souffert. Chris, de son côté, est encore en vie, certes inconscient. Il a aussi reçu une balle dans la tête, mais on va tout faire pour essayer de le sauver. Comme je vous le disais, Chris est inconscient, il est transporté d'urgence à l'hôpital. Il faut lui extraire la balle qui est logée dans son cerveau, mais ce n'est pas demain la veille qu'il va parler. Chris Smith restera plusieurs mois à l'hôpital en raison de complications, notamment le coma, 3 AVC et une paralysie du côté gauche. Josh Easton, qui est l'enquêteur principal de la police d'État de l'Illinois, dira que cette scène de crime qu'il avait vue était certainement l'une des plus horribles. La porte a été cassée, enfin la vitre de la porte a été cassée, le frigo a été arraché du mur, la table de la cuisine a été déplacée, les chaises ont été renversées, mais aucune arme n'a été retrouvée. Selon lui, il y a une 3e personne impliquée. Il remarque aussi que la pizza est complètement carbonisée, ce qui laisse penser que Chris et Leslie avaient pour objectif, en arrivant chez Chris, de boire un dernier verre et de manger une pizza. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps puisque quelqu'un leur a tiré dessus. Il dit que c'est l'une des scènes de crime les plus horribles qu'il ait vues car il y a du sang partout dans la cuisine. Il y a du sang dans les placards, dans le frigo, sur le plan de travail, enfin bref, partout dans la cuisine. Il retrouve 2 douilles d'une arme de calibre 9 mm, l'une à côté du corps de Leslie et l'autre dans la cuisine. D'ailleurs, son chien Tiki s'est blotti contre lui. C'est peut-être grâce à ça qu'il a réussi à rester en vie, grâce à son chien qui l'a protégé et qui a permis qu'il reste au chaud, entre guillemets, puisque comme je vous l'ai dit, sa température corporelle était descendue à 22 degrés. Très vite, les enquêteurs interrogent les proches des victimes. Nanette va donner le nom d'un homme, un ancien petit ami de Leslie qui s'appelle Robert Tarr. Il est connu sous le nom de Bobby. C'est un entrepreneur et visiblement, les rapports entre eux n'étaient pas vraiment au beau fixe. Leslie aurait dit à Nanette « Je vais le bloquer des emails, messages et appels ». Elle se sentait menacée par lui et une autre de ses amies qui s'appelle Amy Stenhauer l'avait déjà rencontré et ne l'aimait pas trop. Elle aussi, elle appelle le bureau du shérif pour donner son nom. Ça fait 2 amis de Leslie qui donnent le même nom, celui de Tarr. Les policiers partent donc à sa recherche. Pendant ce temps, la famille de Chris arrive à l'hôpital, il reste avec lui et les policiers essayent aussi de savoir du côté de Chris qui aurait pu vouloir lui faire du mal. Sa famille et ses proches disent que tout le monde aimait Chris et personne ne voulait lui faire du mal, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Lorsque Chris arrive à l'hôpital, les chirurgiens font tout leur possible pour retirer la balle. Ils en retirent une grande partie, mais il reste encore des fragments qu'ils n'ont pas pu retirer car l'opération a été considérée comme trop dangereuse. Et après l'opération, il est plongé dans le coma. Il faut savoir que la famille et les proches de Chris n'avaient jamais entendu parler de Leslie. Les amis de Leslie savaient qu'elle allait voir un certain Chris Smith, mais l'inverse n'était pas vrai. Et quand ils apprennent qu'il avait un date avec une certaine Leslie, ses proches vont tout naturellement sur Facebook pour essayer de trouver cette Leslie et ils tombent sur une amie qui s'appelle Nanette. Ils décident de la contacter. Nanette leur raconte exactement la même chose qu'elle a raconté à la police et leur donne le nom de Tarr, l'ancien petit ami de Leslie.
La police se rend à Collinsville, au domicile de Tarr, pour lui parler. Il n'est absolument pas surpris qu'il soit là, il accepte de les suivre, il accepte même de les suivre et d'être interrogé sans avocat, mais à aucun moment il ne demande pourquoi ils sont là. C'est un peu étrange, car si tu ne sais pas pourquoi la police est ici, déjà de 1, tu paniques un petit peu, et de 2, tu leur demandes pourquoi ils veulent t'emmener au poste. Il raconte aux policiers que Leslie et lui sont encore ensemble et qu'ils ont des problèmes, mais comme les couples normaux, rien de plus grave. Sauf que les amis de Leslie avaient dit aux policiers que Tarr et Leslie n'étaient plus ensemble, qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui et qu'elle se sentait même un peu menacée par lui. La police lui dit qu'elle est morte et je vous laisse sa réaction. Leslie is dead. What? Can you help me shed some light on this? How did she die? She was murdered. What happened? That's why we're here with you. You help me believe that you're not involved in this. I'm not involved in anything. Il dit ensuite qu'il n'a rien à voir là-dedans et qu'il n'est jamais allé à Farmersville. Il raconte que le soir du meurtre, il était chez un ami vers 18h30 et qu'ensuite il est rentré chez lui. Et il n'a pas bougé de chez lui toute la nuit. Il dit même aux policiers: interrogez ma fille Shelby, elle vous le dira, elle vous confirmera que j'étais bien à la maison. Le problème, c'est que sa fille Shelby, elle donne une toute autre version de l'histoire. Selon elle, il a quitté 2 fois le domicile ce soir-là. Une première fois à 18h30, il est effectivement revenu 30 minutes plus tard et il lui a dit qu'il devait repartir. Il est reparti et il est revenu vers 21h15. Selon sa fille, il avait l'air bouleversé, il pleurait et il disait que Leslie lui manquait. Sa fille s'est ensuite endormie vers 21h30 et elle a été réveillée vers 2h45 du matin par son père qui faisait des lessives et les 100 pas dans la maison. Il lui disait qu'il n'arrivait pas à dormir et elle l'avait trouvé complètement bouleversé et stressé. Les policiers retournent voir Tarr et ils lui disent: écoutez mon petit monsieur, votre fille nous a dit que vous étiez parti 2 fois ce soir-là. Il change sa version de l'histoire. Il dit: oui, effectivement, je suis retourné voir cette amie, c'est vrai, mais à 20h, j'étais rentrée chez moi. Encore une fois, ça ne colle pas avec ce que sa fille leur a dit. Je tiens à préciser que quand sa fille a été interrogée, elle a été interrogée dans une pièce différente, bien entendu, et qu'il n'a pas eu le temps de l'appeler pour lui demander de dire quoi que ce soit. Puisqu'en fait, quand il a été interrogé au poste et qu'il a dit « demandez à ma fille », ce que les policiers ont fait, c'est qu'ils sont directement allés chercher la fille. Mais ils n'ont pas eu de contact entre-temps. Les policiers fouillent la maison de Tarr, ils retrouvent son téléphone et un pistolet Glock. Shelby affirme que c'est le pistolet de son père, cependant il en a un deuxième, un plus petit. Deuxième pistolet que les policiers ne retrouvent pas. Elle leur affirme qu'elle l'avait vu dans le tiroir à chaussettes de son père la veille de Thanksgiving et qu'après, il n'y était plus. La voiture de Tarr avait été repérée par des caméras automatiques de lecture de plaques d'immatriculation, mais aussi par des caméras de surveillance à une station-service située à Troy. Il était juste un peu après minuit et pour info, Troy s'est situé à 1 heure de Farmersville. Il avait fait son plein d'essence, les policiers se rendent à cette station de service, ils arrivent à obtenir le ticket de caisse et lui montrent le ticket de caisse en lui disant « Et ça, c'est quoi ?» Chose à laquelle il répond « Oui, effectivement, j'ai fait mon plein d'essence, mais enfin, c'est pas grave, c'est pas un crime. » Alors oui, c'est pas un crime de faire son plein d'essence, par contre, vous aviez dit que vous étiez rentré chez vous à 20h, ce qui était faux, et en plus de ça, avec le ticket, on voit que y a un truc qui va pas, quoi. Comme sa fille s'est endormie à 21h30, si ça se trouve, il a quitté de nouveau le domicile. Et c'est pour ça que les caméras de surveillance l'ont vu vers minuit à la station-service. Andrew Affronti, le procureur du comté de Montgomery, trouve que c'est assez étrange de mentir là-dessus si tu n'as rien à te reprocher. Il est donc arrêté pour meurtre, dans un premier temps parce qu'ils ont peur aussi pour la vie de Chris. Ils se disent que si c'est lui le meurtrier, peut-être qu'il va tout faire pour essayer de faire taire Chris. Enfin, du moins, faire en sorte qu'il ne se réveille jamais de son coma. Selon Tarr, ils ont arrêté le mauvais homme et il est prêt à tout pour prouver qu'il est innocent. À ce moment-là, les policiers n'ont aucune preuve concrète. Cependant, ils ont des mensonges sur le fait d'être sorti qu'une seule fois de chez lui, de ne pas connaître Farmersville et d'avoir fait un plein d'essence. À présent, il admet qu'il était sur les lieux du crime. Ce jour-là, il a rencontré Leslie lorsqu'elle travaillait au magasin Loft. C'était un temps partiel. Et elle lui aurait dit que pendant la soirée, elle allait rencontrer des amis dans un bar,
qu'il allait avoir de la musique, que ça allait être sympa. Et elle lui a proposé de venir. Lui, il a refusé car il lui a dit qu'il avait sa fille toute la semaine et que par conséquent, il n'était pas libre. Elle lui aurait cependant demandé de le suivre jusqu'à Farmersville parce que sa voiture camionnette n'était pas très fiable et qu'elle avait peut-être peur de tomber en panne ou d'avoir un problème sur la route. Il a accepté. Il l'a suivie jusqu'à Farmersville. Elle s'est garée devant la maison et lui, il est parti. Son amie Amy dit que ce n'était pas du tout le genre de Leslie de faire ça, d'autant plus de demander ce service à Tar. En plus, quand on réfléchit, c'est un non-sens total. Je veux dire, elle serait allée au bar, mais là, selon l'histoire de Tar, il l'aurait suivie directement après le travail. Donc il n'y aurait pas eu l'étape bar, elle serait allée directement chez Chris. Or, des personnes l'ont vue au bar. Très bizarre, non ? On apprend aussi de la part d'Amy que quelques semaines plus tôt, Leslie avait un autre date et Tar s'était montré au date de Leslie. Il voulait vraiment pas la lâcher. Suite à ça, elle a envoyé des messages en disant qu'elle avait peur de lui. Il pourrait me tuer un jour si je ne coupe pas tout contact. C'est la raison pour laquelle elle avait décidé de le bloquer de ses messages, de ses appels et de ses mails. Tar persiste à dire qu'elle avait demandé de le suivre. Ils étaient arrivés chez Chris vers 19h30. Il est aussitôt reparti et il n'est jamais revenu après. Mais pourquoi a-t-il menti aux policiers dans un premier temps dans ce cas-là, si c'est la vérité? Bien qu'on ait un doute, parce qu'il n'y a pas eu l'étape bar. Tout simplement puisque sa fille et Leslie ne s'entendaient pas et qu'il n'a pas voulu dire à sa fille qu'il allait avec Leslie parce qu'il n'avait pas envie que ça crée des tensions. Je sais pas. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que rien ne le connecte à la scène de crime. Dans sa voiture, il n'y avait pas d'ADN, pas de sang, pas d'armes retrouvées. Sur lui, pareil, pas de sang, pas d'ADN de Leslie. Et dans la maison, on ne retrouve pas non plus son ADN. Une semaine après, il y a un mini rebondissement lorsque Billy Adams appelle les policiers pour leur dire que Tar l'a appelé de prison pour demander à ce qu'il se rende chez lui pour récupérer des supports métalliques en aluminium et pour s'en débarrasser. Il parlait de supports de terrasse. Les policiers pensent qu'il s'agit peut-être d'une allusion codée pour parler de l'arme. Ils se rendent chez lui et ils fouillent. Ils ne retrouvent que des supports de terrasse en aluminium. Rien d'autre. Quelque temps après, c'est le frère de Tar qui appelle les policiers pour leur demander de revenir au domicile. En effet, il aurait trouvé un sac avec, à l'intérieur, une arme. Un pistolet Springfield Hellcat 9 mm ainsi que des douilles argentées qui correspondent aux douilles retrouvées sur la scène de crime. Tar est persuadé que quelqu'un veut le faire tomber, car quelques jours avant, les policiers n'avaient rien trouvé. Et sur le sac plastique, il retrouve les empreintes de Tar, mais pas sur l'arme. Il se défend en disant « Mais est-ce que j'aurais été suffisamment stupide pour mettre ça ici ?» Bah non. Il y a seulement un ADN qui est retrouvé sur l'arme et notamment sur la tige de guidage de l'arme et c'est celui de Leslie. Tar justifie ça en disant que l'arme appartenait à Leslie. C'est la seule raison pour laquelle il y a son ADN dessus. Il dit même aux policiers qu'ils s'étaient achetés respectivement des armes et que lui avait acheté celle-ci et lui en avait acheté une autre. Autre possibilité qui va être confirmée par un ami de Leslie, ce n'est pas son arme, c'est l'arme de Tar et s'il y a son ADN, c'est tout simplement puisque le coup a été tiré à bout portant et même en fait collé à Leslie et c'est la raison pour laquelle son ADN s'est retrouvé dessus. L'ami proche de Leslie qui nous aide aussi à atterrir sur cette piste, c'est Howard Bolton. Lui, c'est un ami proche et c'est surtout un instructeur de tir. Il connaît parfaitement les armes que Leslie possède et qu'elle amenait en séance de tir. Selon lui, c'est une excellente tireuse. Elle avait même créé un cours des filles avec des armes peu avant de mourir. Et lui, il insiste sur le fait que si vraiment Leslie avait été armée, l'issue aurait été différente car c'est une excellente tireuse. Tar continue de clamer son innocence. L'enquête pourrait être résolue si Chris sortait du coma et reconnaissait le tireur. Mais il est toujours dans le coma. Pendant ce temps, Tar est inculpé de 2 chefs d'accusation d'incitation au meurtre, basés sur les allégations d'un détenu qui a affirmé que Tar lui avait proposé 10 000 $ pour tuer Chris, mais aussi Josh Easton, l'enquêteur principal. Tar dit que c'est un mensonge et que la raison pour laquelle il lui a prêté les 10 000 $, c'était pour sa caution, pour rien d'autre. Le 12 janvier 2002, 2 mois après la fusillade, Chris Smith sort du coma. Il ne se souvient de rien du tout. Ses proches ont même du mal à le reconnaître au début.
Mark Reardon, ami proche de Chris et aussi animateur d'une émission de radio à Saint-Louis, dit qu'au début il ne l'avait pas reconnu, il était très affaibli et il n'ose pas tout de suite lui demander ce qu'il s'était passé. Dans un premier temps, il veut être là pour lui, s'il a besoin d'aide sur quoi que ce soit, mais il ne pose pas plus de questions que ça. Il se dit aussi que ce n'est peut-être pas son rôle de faire ça. Chris dit qu'il a énormément de trous de mémoire, qu'il ne se rappelle plus de grand chose, et quand on lui pose la question de s'il connaît une certaine Leslie, il dit qu'il ne connaît pas Leslie, il ne se rappelle pas de Leslie. Il ne se rappelle même pas de pourquoi il a été plongé dans le coma et par conséquent de la fusillade. Ce qui ne va pas arranger l'enquête. Chris est la même personne mais il est affaibli de manière générale, cependant il va très vite relever la tête en allant à la salle de sport pour se remuscler, pour espérer remarcher un jour sans assistance. Il se remet à chanter dans son groupe, il essaye aussi un peu de plaisanter, d'apporter une certaine légèreté en disant qu'il veut bien être le cobaye d'un médecin pour pouvoir retrouver l'usage de sa jambe gauche, surtout sa jambe gauche, puisqu'elle a été paralysée des orteils jusqu'au genou. Dans son cerveau, comme je vous le disais, il y a toujours le fragment de balle, donc il faut aussi qu'il fasse attention à ça. Et ce qui lui fait très mal, c'est qu'il retourne vivre chez sa mère, puisqu'il ne peut pas vivre tout seul. Il ne voit plus beaucoup son chien Tiki, et surtout, il ne voit plus beaucoup sa fille, puisqu'il ne peut plus s'en occuper comme avant. Et ça le rend très triste. Même s'il n'a pas été tué, sa vie a basculé le 24 novembre 2021. En avril 2024, le procès de Tar s'ouvre. Chris Smith n'est pas présent car il dit que pour l'instant c'est trop douloureux pour lui, il n'a pas envie d'être là. Les procureurs disent que Tar a tué Leslie car il ne supportait pas de la voir avec un autre. Chris, c'est tout simplement un dommage collatéral. Andrew Affronti affirme que Tar a suivi Leslie et d'après son téléphone, il avait fait des recherches sur Chris, notamment sur Facebook. Ensuite, il a envoyé un message à Billy Adams, vous savez celui qui a appelé la police en disant que Tar l'avait contacté depuis la prison. Dans son message, il disait « Je ne pense pas qu'elle ferait tout ce chemin pour une fête ou qu'elle sortirait avec une amie. Je pense que c'est pour un mec. » Il a également recherché si la police pouvait suivre son téléphone s'il utilisait un VPN, ce qui prouve bien qu'il avait l'intention d'essayer de passer incognito. Selon l'enquêteur principal Josh Easton, l'histoire est assez simple. Autour de minuit, il quitte son domicile. Il s'arrête à la station-service pour faire le plein d'essence. Il va à Farmersville. Il avait l'intention de faire du mal à Leslie et à ce fameux Chris. Après 1 heure de route, il arrive au domicile de Chris. Il tente d'entrer par la porte arrière. Il y a une altercation. On essaye de l'empêcher de rentrer. Ce qu'on pense, c'est que le frigo a été déplacé du mur pour essayer de bloquer la porte. Chris devait être accroupi pour aider. À ce moment-là, Tar tire à travers la porte, il casse ainsi la vitre et la balle se loge dans le cerveau de Chris. Leslie, qui se rend compte de ce qui se passe, part se réfugier dans le salon, mais c'est trop tard puisque Tar rentre dans la maison et la tue à bout portant. La défense dit que cette histoire n'a pas de sens puisque Tar n'avait pas de sang sur lui, donc ça ne peut pas être lui. L'accusation va insister sur les mensonges de Tar, les activités de son téléphone. Et l'arme retrouvée, enfin ses empreintes retrouvées sur le sac plastique qui contenait l'arme. Tar aimerait raconter sa version des faits, mais son avocat lui dit de ne rien dire. Il a fallu 3 heures de délibération pour que les jurés se mettent d'accord. Tar est reconnu coupable de meurtre au 1er degré et de tentative de meurtre. 2 mois après, lors de l'annonce de sa peine, Chris Smith est présent. Tar prend la parole et nie les faits. Cependant, c'est trop tard. Il est condamné à 85 années de prison, dont 25 pour meurtre, 10 pour tentative de meurtre et 25 pour chaque circonstance aggravante. Là, vous allez me dire, mais ça fait pas 85, mais chaque circonstance aggravante, c'est 2 fois 25. Robert Tar devra purger 85% de sa peine avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle. Il purge sa peine dans le centre correctionnel de Lawrence, qui est situé à Sumner dans l'Illinois. Ses appels ont tous été rejetés en bloc, donc pour l'instant, il est encore en prison. Chris Smith a raconté que pendant qu'il était dans le coma, des pillards ont envahi sa maison. Ils ont volé sa guitare, ses amplis et même sa piscine hors sol. Plus tard, sa maison a été vendue aux enchères et elle a été rasée. Aujourd'hui, il ne reste qu'un terrain vague. Aujourd'hui, c'est un homme heureux. Il a refait sa vie avec Michelle Albrecht, une femme qui l'a totalement accepté comme il était et il l'a même demandé en mariage sur scène. Il a notamment écrit un livre pour raconter son histoire et sensibiliser. Et on n'a pas trop parlé des 2 enfants de Leslie Reeves. Ils sont bien évidemment allés vivre et ont été élevés par leur père.
Ils ont été touchés par cette histoire, bien entendu, mais on n'a pas grand-chose sur eux pendant toute cette affaire. Voilà, c'est la fin de cette affaire. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette histoire. J'espère que je ne vous aurais pas fait trop peur avec ce premier date dont l'issue a été fatale pour Leslie Reeves, mais aussi pour Chris Smith, dont la vie a complètement basculé. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires. Pas sur des dates cette fois-ci.